Chaque année, dans le monde, plus d'1,5 milliard de tonnes d'acier sont coulées. Mais seule une infime partie de cette masse se transforme en véritables géants. Des arbres de transmission longs comme un bus et lourds comme un char d'assaut, capables de faire tourner des turbines, de propulser des navires et de résister aux assauts des éléments. On ne les emboutit pas, on les forge, on les trempe et on les polit avec une précision au dixième de millimètre près. C'est une histoire de puissance, de feu et d'acier domptée par l'homme. Mais le plus fascinant n'est pas dans le processus. Il y a un détail qui n'est mentionné dans aucune fiche technique. Et si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez pourquoi même l'acier le plus résistant finit parfois par céder. Tout ne commence pas sur une machine-outil, mais dans un atelier de fusion, là où le métal n'est pas encore de l'acier, mais juste une idée, une lueur ardente au-dessus des creusets. Les arbres pour turbines ou hélices ne sont pas faits de n'importe quoi, mais uniquement d'acier allié à haute résistance, où tout est calculé. Le nickel pour la ténacité, le chrome pour la solidité, le molybdène, pour qu'ils ne frémissent même pas sous des rotations folles. Le métal est chargé dans le four, chauffé à 1600 degrés Celsius, et il fond, lourd, dense comme du magma. Toutes les impuretés, scories, gaz, microdébris, sont impérativement éliminées. Après la fusion, le métal est coulé dans des moules. Mais ce n'est pas encore la pièce finie, juste un lingot, épais, brut, comme une billette qui pèse parfois de 20 à 100 tonnes, selon sa future destination. Cette ébauche retourne au feu. Elle est chauffée dans un four de forge à une température d'environ 1250 degrés, jusqu'à ce que l'acier devienne d'un jaune éclatant, presque blanc, mais pas encore liquide. Dans cet état, il est malléable comme une pâte fraîche, mais son poids, lui, ne disparaît pas. Plusieurs dizaines de tonnes de masse incandescente que l'on ne peut pas pousser avec une pelle. La future ébauche est extraite par un pont roulant et la préparation au forgeage commence. Et c'est alors que le futur arbre se retrouve sous une presse hydraulique. Une presse de 20 000 tonnes de pression, parfois même plus. Sous la presse, la masse commence à s'étirer, à se compacter, à passer d'un simple lingot à une forme fonctionnelle. Les ouvriers surveillant la température, les axes, les fissures qui pourraient anéantir toute la pièce. Ici, personne ne se presse. Le temps et la force doivent travailler de concert. Chaque compression est un jeu avec la plasticité. La presse réorganise la structure granulaire de l'acier, la renforce le long de l'axe, lui ajoute de la ténacité, de l'endurance. Car cet arbre ira ensuite dans une turbine qui fonctionne sous des charges allant jusqu'à 600 tours par minute et un vent de plus de 90 km/h, ou sur une hélice qui doit propulser un navire à travers les tempêtes. Quand l'arbre est déjà forgé et a un peu refroidi, commence l'étape sans laquelle il ne résistera pas au vent, ne supportera pas le couple de l'hélice, ne survivra pas aux charges de torsion. Il faut le tremper. Chaque arbre représente des dizaines de tonnes d'acier, et la température en son cœur baisse plus lentement qu'à l'extérieur. C'est pourquoi on le réchauffe d'abord entièrement à nouveau, jusqu'à près de 1000 degrés, parfois plus, selon la nuance de l'acier. C'est l'austénitisation. La structure du réseau cristallin change. L'acier devient plus homogène, prêt à encaisser les chocs et les charges à venir. Ce réchauffage dure des heures, parfois plus d'une journée. La température est maintenue stable dans des fours plus grands qu'un garage de bus, avec un pupitre de commande qui ressemble davantage à la salle de contrôle d'un réacteur. Là, on contrôle chaque degré, car en cas de surchauffe ou de saut de température, l'arbre se déformera et il n'ira ni dans une turbine, ni sur un navire.
Après le chauffage, la trempe. Un refroidissement brutal. L'arbre géant est soulevé par des grues et des chaînes au-dessus d'un bain d'eau ou d'huile, et parfois de solutions polymères. Le métal, chauffé à blanc, plonge en sifflant dans le bain. De la vapeur s'échappe de la surface, et le bruit est tel qu'on ne survivrait pas sans bouchon d'oreille. La température chute de 900 à 100 degrés en quelques minutes, et tout change dans l'acier. Une structure martensitique apparaît, dure comme l'os, prête à encaisser la charge. Mais elle est fragile. Et pour supprimer cette rigidité excessive, on procède ensuite au revenu de l'arbre. C'est l'étape suivante. Une température d'environ 550 degrés, parfois plus. Ici, la structure se stabilise, les tensions diminuent, l'âme du métal s'apaise. Ce processus se déroule lentement, jusqu'à 24 heures, selon les dimensions. L'arbre se transforme progressivement en un équilibre de solidité et de plasticité, en un véritable muscle de métal. Après le traitement thermique, l'arbre est déjà une force. Mais une force brute, pas encore domptée. À l'extérieur, il est noir, couvert de calamine. Sa surface ressemble à la peau d'un dragon. Irrégulière, avec de petites cavités par endroits. Des éclats de brillance ici, des traces de suie là. On ne peut pas le monter tel quel dans une turbine ou sur une hélice. Il faut l'amener à la précision, à un éclat de miroir, au micron près. On commence par un usinage grossier. L'énorme arbre, qui pèse autant qu'un char, est placé sur un centre de tournage-fraisage, mais pas n'importe lequel. Ici, la machine ressemble plus à une structure souterraine. Un bâti avec un guide massif, un chariot de la taille d'une armoire, un mandrin qui fait tourner des pièces de plusieurs dizaines de tonnes. Et quand ce chariot touche le métal, des étincelles jaillissent, des copeaux volent, et le bruit est tel qu'on l'entend jusqu'au toit. On ne polit pas qu'une seule fois. Après le tournage grossier, vient le fraisage des zones d'ajustement, des trous pour les clavettes, des brides, des rainures. Ici, on ne mesure pas à l'œil nu. Des lasers, des scanners 3D, des micromètres, des capteurs spéciaux qui détectent des écarts de l'ordre du dixième de millimètre. Quand la forme est déjà définie, vient le plus délicat, le polissage de finition. La surface est frottée jusqu'à ce qu'elle commence à briller comme du mercure. Des cylindres abrasifs tournent à grande vitesse, avec un système de refroidissement. Pendant le travail, la température atteint encore 150 degrés, mais elle est contrôlée, dans des limites qui ne perturberont pas la structure. Parfois, selon les exigences du client, on ajoute un rechargement laser ou un chromage pour protéger de la corrosion ou de l'usure. C'est particulièrement important pour les arbres marins, car là-bas, le sel, l'humidité, la pression ne pardonnent pas la rouille. À la fin, l'arbre subit un équilibrage dynamique. On le fait tourner à haute vitesse, 600 ou 800 tours par minute, selon le modèle. Des capteurs enregistrent les micro-vibrations et des spécialistes ajoutent ou enlèvent des grammes de métal là où c'est nécessaire. Pour qu'en service, l'arbre file droit comme une flèche, sans battement, sans vibration. Au final, ce qui n'était il y a quelques semaines qu'un morceau de métal incandescent est maintenant un axe de rotation parfaitement ajusté, qui ira dans une éolienne, dans le propulseur d'un navire ou dans un géant industriel. Lisse, miroitant, avec un poinçon de qualité et un numéro de série, il attend son voyage vers la mer, la steppe, ou là où une force de rotation précise est requise. L'arbre est prêt. Il brille, pèse plusieurs dizaines de tonnes et est long comme un bus de ville.
Mais il faut encore le livrer là où il deviendra le cœur d'une turbine ou l'hélice d'un navire. Pour cela, on fait appel à l'artillerie lourde, des plateformes à 12 ou 20 essieux, une grue de 300 tonnes, une escorte, une autorisation de circulation et même le démontage de lignes électriques. L'arbre est arrimé avec des chaînes tendues, comme sur un char, car le moindre déplacement, et ce sont des millions de dégâts. Il avance lentement, avec des gyrophares, parfois la nuit, pour ne pas bloquer les routes. Sur place, le levage, centimètre par centimètre, car le châssis attend déjà. Le montage, c'est de la précision. Tout doit coïncider au micron près, car une telle masse ne donne pas de seconde chance. Et voilà, l'arbre est en place. Mais dès que la turbine sera lancée, il commencera à faire tourner le monde. Imaginez une usine, grande comme 42 terrains de foot. Des robots y travaillent au millimètre près, et des bus y sont équipés de plus de 1000 capteurs, analysant 100 gigaoctets de données routières chaque jour. Ici, les itinéraires se mettent à jour toutes les 10 secondes, et la peinture ne se contente pas d'être appliquée. Elle fusionne littéralement avec le métal. C'est bien plus qu'une simple chaîne de production. C'est une véritable révolution technologique. Vous vous demandez comment on y fabrique le transport du futur? Restez avec nous jusqu'au bout. Vous allez être bluffés. Cette usine, qui s'étend sur plus de 300 000 m², soit l'équivalent d'environ 42 terrains de foot, est dotée de plafonds si hauts qu'ils peuvent accueillir d'immenses lignes de production et des bras robotisés colossaux. Pour aller d'un bout à l'autre, les employés se déplacent en chariots électriques, car le trajet à pied serait interminable. C'est un véritable concentré d'innovation et d'efforts humains. Les robots gèrent les tâches répétitives au millimètre près, tandis que les humains prennent les décisions clés qui nécessitent intuition et expérience. Ici, on ne fait pas qu'assembler, on fabrique aussi la plupart des pièces essentielles. Les éléments principaux des bus, comme le châssis, la carrosserie, les panneaux ou encore certaines parties des systèmes électriques, sont produits sur place. Pour les pièces plus complexes, telles que l'électronique ou les mécanismes spécialisés, l'usine fait appel à des fournisseurs. Mais au final, tout est assemblé et intégré directement sur site. Laissez-moi vous expliquer comment ça se passe. D'abord, le châssis du bus passe par une phase de mise en squelette. De puissants robots soudainent la structure, avec une précision telle que l'erreur est quasiment impossible. Ensuite, on attaque la peinture. Ici, l'usine privilégie des matériaux écologiques, qui protègent le métal de la corrosion et garantissent une durabilité hors pair. La peinture n'est pas simplement appliquée, elle fusionne littéralement avec la surface grâce à un procédé spécial de polymérisation. Dans de vastes ateliers automatisés, les bus avancent lentement dans des cabines dédiées. Les techniciens, équipés de protection et assistés par des bras robotisés, pulvérisent la peinture, qui non seulement couvre la carrosserie, mais s'y associe pour former un film parfaitement lisse et ultra résistant. Le plus intéressant commence après la peinture. Les bus passent dans des chambres spécialisées, où la température et l'humidité sont contrôlées au degré près. C'est là que la peinture cuit via la polymérisation. Une réaction chimique qui rend le revêtement non seulement esthétique, mais aussi incroyablement robuste. Visuellement, on dirait que chaque bus reçoit son costume, qui l'enveloppe et le protège durablement. Et ensuite, l'intérieur. Sièges, plancher, panneaux de contrôle. Tout est installé à la main. C'est là que le toucher humain joue un rôle crucial. Rien que pour poser l'ensemble des éléments intérieurs, il faut entre 8 et 12 heures par bus, selon les spécificités.
On procède ensuite au montage progressif de l'habitacle. Chaque siège est fixé manuellement, car la moindre erreur pourrait affecter le confort et la sécurité des passagers. Puis viennent les panneaux de contrôle, le câblage électrique et tous les réglages des systèmes embarqués. C'est une étape cruciale, non seulement sur le plan technique, mais aussi esthétique. Après tout, l'intérieur doit être aussi fonctionnel qu'agréable à l'œil, pour que les passagers se sentent à la fois en sécurité et à l'aise. Les bus urbains Toyota ne se contentent pas de transporter des passagers. Ils interagissent avec l'infrastructure routière en analysant le trafic en temps réel. Résultat, des itinéraires optimisés et moins d'embouteillages. Et que diriez-vous d'un système qui ajuste automatiquement la température à bord en fonction du nombre de passagers? Eh bien, c'est déjà en place ici. Ainsi, ces bus sont équipés de technologies et de capteurs de pointe, capables de comprendre la situation sur la route et d'interagir avec l'environnement. Chaque véhicule compte plus de 1000 capteurs, surveillant tout, de la vitesse à l'état de la chaussée, en passant par la météo. Et chacun peut collecter plus de 100 gigaoctets de données par jour afin de planifier son trajet au mieux. Toutes les 10 secondes, ces bus collectent des informations sur la circulation et ajustent leur itinéraire en fonction de la situation. Accidents, bouchons, changement d'horaire. Le système traite et réagit à ces données en 1 milliseconde, ce qui permet de corriger la trajectoire avant même que le problème ne survienne. Ainsi, non seulement le transport de passagers est plus efficace, mais la consommation de carburant et les émissions sont réduites grâce à l'optimisation en temps réel. On a presque l'impression d'avoir affaire à des coéquipiers intelligents, capables de s'adapter en permanence. L'usine étonne aussi par sa culture de la collaboration entre l'humain et la machine. Les robots s'occupent des tâches pénibles ou dangereuses, tandis que les équipes humaines se concentrent sur les réglages fins et le contrôle qualité. Les machines nous rendent plus performants, mais c'est toujours nous qui décidons, confie un ingénieur expérimenté. Toyota investit des milliards non seulement dans la technologie, mais aussi dans le développement durable. L'usine fonctionne grâce à des énergies renouvelables et s'attache à réduire ses déchets au maximum. Les résidus de peinture sont recyclés et l'eau est traitée puis réutilisée. La peinture qui n'adhère pas à la surface des bus est collectée par des systèmes de filtration et des séparateurs centrifuges. Ensuite, on sépare la peinture en particules solides et en composants liquides. Les résidus solides sont compactés en blocs et réutilisés pour la fabrication de revêtements routiers ou de matériaux industriels. Les parties liquides sont purifiées et peuvent être réemployées lors de l'application de la peinture. À chaque étape de peinture, une quantité importante d'eau est utilisée pour nettoyer les surfaces et maintenir l'équipement en bon état. L'usine emploie alors un système de traitement en plusieurs étapes. Une filtration mécanique retire d'abord les grosses particules de peinture et la saleté. Un traitement chimique neutralise ensuite les composants toxiques. Une étape biologique, avec des bactéries spécialisées, décompose les résidus restants. Enfin, une filtration membranaire parachève le tout, obtenant une eau propre qui retourne dans le cycle de production, pour laver les bus et garder les cabines de peinture impeccables. Grâce à ce processus, l'usine diminue sa consommation d'eau de près de 70% par rapport à un procédé classique. Ce dispositif ne sert pas seulement à baisser les coûts, il rend la production bien plus respectueuse de l'environnement. Et vous savez quoi? C'est l'une de ces avancées qui prouve que même les géants de l'industrie peuvent penser à la planète. Des usines de cette envergure dessinent le futur de la mobilité que nous utilisons tous les jours. Moins de bouchons, un air plus pur, des trajets plus confortables. Tout commence ici, au cœur de la chaîne de production.
Alors, la prochaine fois que vous verrez un bus futuriste glisser sans effort dans votre ville, rappelez-vous. Son voyage a commencé ici, dans l'immense usine Toyota, où des hommes et des femmes bâtissent déjà le transport de demain. Imagine un pneu capable de tenir 300 000 km. Oui, 300 000! C'est comme boucler 7 fois le tour de la Terre. La production d'un tel mastodonte pour poids lourd peut prendre jusqu'à 5 ans, et la température à l'intérieur de sa fabrication grimpe à 150 degrés Celsius. De quoi faire fondre du plomb. Mais qu'est-ce qui se cache là-dedans? Un savant mélange de caoutchouc naturel, d'acier et d'ingrédients secrets que Michelin protège jalousement, comme la recette du meilleur croissant. Comment crée-t-on ces merveilles d'ingénierie? Allez, on va creuser la question. Tout commence par l'équipe d'ingénieurs et de designers, qui déterminent les priorités des pneus de nouvelle génération. Économie de carburant, longévité accrue ou meilleure grippe. Parfois, c'est un combo de tout ça. Ensuite, ils conçoivent des modèles informatiques pour simuler le comportement du pneu dans toutes sortes de conditions. Imagine un simulateur de course, mais à la place du pilote, tu as des formules, des données et de l'intelligence artificielle. Mais rentrons plus dans le détail. Le développement d'un nouveau pneu poids lourd Michelin s'étale entre 2 et 5 ans. D'abord, on étudie le marché et les besoins. Une fois la modélisation informatique finalisée, on produit les premiers prototypes physiques qu'on teste en labo et sur route. À ce stade, on peut créer des dizaines de versions avant de trouver la combinaison parfaite de matériaux, de sculptures et de structures. Si le pneu réussit les essais, on lance la production de masse, ce qui prend encore entre 6 et 12 mois pour régler les lignes de fabrication et valider le contrôle qualité. Résultat, du premier concept à la mise sur le marché, il peut s'écouler près de 5 ans. Si tu crois qu'un pneu poids lourd, c'est juste un gros bout de caoutchouc, tiens-toi bien. Il contient du caoutchouc naturel et synthétique, du noir de carbone, de la silice, une armature en acier ou en fibre textile, plus toute une série d'additifs chimiques. Le tout est malaxé dans d'énormes mélangeurs industriels, sous un contrôle qualité draconien. Imagine des mixeurs géants de la taille d'un camion, qui grondent et font vibrer les murs en béton. À l'intérieur, le caoutchouc naturel et synthétique se mêle au noir de carbone, à la silice, à des additifs spéciaux et à un tas d'autres ingrédients top secrets que Michelin préserve jalousement, un peu comme la recette du meilleur croissant. Le caoutchouc, fondu, se répand sur les parois, façon lave volcanique, tandis que de puissantes pales en acier mélangent le tout jusqu'à obtenir une masse homogène. La température atteint 150 degrés Celsius et la pression est si forte qu'elle pourrait comprimer une voiture à la taille d'une valise. Après plusieurs étapes de mélange, la masse obtenue sort des machines, sous forme de plaques épaisses et brûlantes. On les refroidit vite fait, puis on les découpe en bandes. C'est à partir de ces bandes qu'on façonnera les futurs pneus. Ça donne l'impression d'être au cœur d'un volcan industriel, où le chaos initial se mue en formule parfaite de robustesse. Ensuite, on fait passer ces bandes dans des moules spécifiques, où le pneu prend progressivement sa forme définitive. Mais étape par étape. D'abord, la gomme est roulée à travers de gros cylindres d'acier pour la transformer en longues bandes épaisses. Puis, on les découpe selon les dimensions voulues. Avant que ces pièces en caoutchouc ne passent sous presse, on les superpose sur un tambour spécial. On ajoute la carcasse, métallique ou en fibre synthétique, pour renforcer le pneu, les flancs, la couche interne d'étanchéité.
ce n'est pas encore le produit final. Plutôt une ébauche toute molle, sans sculpture. Un peu comme un donut pas cuit. Ensuite, cette ébauche file dans une presse géante, où elle est cuite sous plusieurs dizaines de bars et à environ 170 degrés Celsius. À l'intérieur du moule, un relief vient s'imprimer dans la gomme, donnant naissance à la sculpture du pneu. Ce processus peut durer de 15 minutes à 1 heure selon la taille. Une fois démoulé et refroidi, le pneu passe au contrôle qualité. Le poids d'un pneu poids lourd Michelin dépend de son type et de son usage, mais en moyenne, il varie entre 50 et 80 kg. Les pneus pour camions de longue distance, comme le Michelin X-Line Energy, pèsent plutôt autour de 60 ou 70 kg. Les modèles renforcés destinés aux chantiers ou aux tombereaux de carrière peuvent monter à 150 kg et plus. Et pour les énormes dumpers miniers, transportant des centaines de tonnes de roches, un pneu peut peser jusqu'à 4 tonnes. Bref, un pneu poids lourd n'est pas juste un rond de caoutchouc, mais un véritable chef-d'œuvre d'ingénierie, conçu pour marier solidité, endurance et efficacité énergétique. L'une des étapes les plus bluffantes, c'est le contrôle qualité. Michelin teste chaque série de pneus. Pour vérifier par exemple la résistance à l'usure, on installe les pneus sur des camions de test qui avalent des kilomètres sans s'arrêter. Sur des circuits fermés, reproduisant toutes sortes de revêtements. Asphalte, pavé, gravier, nid de poule. Les véhicules enchaînent virages serrés et freinage d'urgence. Un bon test pour la déformation et la surchauffe. Il y a même des surcharges volontaires, pour voir si la carcasse fatigue sous un poids supplémentaire. Un seul de ces camions peut parcourir jusqu'à 100 000 km lors d'un essai. Et oui, certains pneus finissent détruits dans ces tests. Tout ça pour la sécurité des conducteurs. Si on n'a pas le temps d'attendre l'usure naturelle, on utilise des bancs d'essai spécialisés. Les pneus y roulent sur des cylindres qui imitent la route et on les fait courir des milliers de kilomètres sous charge. Certaines gammes de pneus Michelin destinés au transport longue distance, comme la X-Line Energy, peuvent rouler jusqu'à 300 000 km avant le premier changement. C'est comme parcourir 7 fois l'équateur. Environ 80% des pneus usés peuvent être rechappés avec une nouvelle bande de roulement, prolongeant leur durée de vie de 100 ou 150 000 km. Le rechappage ou la resculpture se pratique dans des usines spécialisées ou des ateliers certifiés Michelin. Cette technique offre une seconde vie aux pneus, réduit les coûts pour les transporteurs et diminue l'impact sur l'environnement. Pour rechapper un pneu, on le démonte du camion, on l'examine à fond, puis on utilise échographie, radiographie et laser pour détecter d'éventuelles micro-fissures internes. Si la carcasse est en bon état, le pneu repart pour un tour. Des pneus Michelin bien choisis et correctement gonflés permettent de baisser la consommation de carburant de 3 à 5%. Si un camion consomme 30 litres de diesel au 100 km, on peut économiser jusqu'à 4 500 litres sur 300 000 km, rien qu'avec les pneus. Pour une flotte de 100 camions, cela peut représenter des économies de carburant se chiffrant en millions d'euros par an. Moins de carburant, c'est aussi moins d'émissions de CO2. Les grandes flottes peuvent ainsi réduire leur rejet de plusieurs milliers de tonnes chaque année, ce qui fait du bien à la planète et répond aux normes environnementales en vigueur. Imagine plus de 4000 avions de combat, qui ne sont pas détruits, mais soigneusement stockés en plein désert. Incroyable, non? Et pourtant,
Ce n'est pas de la science-fiction, mais bel et bien le plus grand cimetière d'avions militaires au monde. La base de Davis-Monthan, aux États-Unis. Alors, pourquoi ne les envoie-t-on pas directement à la casse? Certains appareils attendent une seconde vie, d'autres sont démontés pour récupérer des pièces. Et d'autres, ultra secrets, ne peuvent tout simplement pas disparaître sans laisser de traces. Comment procède-t-on, au juste, pour détruire du matériel militaire? Pourquoi certaines machines sont-elles revendues, pendant que d'autres servent de cible à des missiles? Et surtout, qu'est-ce qui se cache dans ces compartiments top secrets des vieux chasseurs? Allons voir ça ensemble. La raison principale pour laquelle les avions de la base de Davis-Monthan sont préservés au lieu d'être immédiatement détruits, c'est la possibilité de les réutiliser. Certains peuvent encore reprendre du service ou servir de banque de pièces détachées pour d'autres modèles. Une partie du matériel est parfois revendue à des alliés des États-Unis ou cédée à des pays partenaires, dans le cadre de programmes d'assistance militaire. D'autres appareils servent de cible pour tester de nouveaux missiles ou de modèles d'entraînement pour les techniciens et les pilotes. Par ailleurs, tout n'est pas mis au rebut tout de suite à cause de la bureaucratie, du manque de ressources ou de priorités différentes. Les avions peuvent ainsi rester stockés durant des années avant de partir au recyclage. Quant au climat sec de l'Arizona, il offre un gros avantage. Il évite la corrosion, permettant parfois de réactiver ces machines même après plusieurs décennies. La destruction du matériel militaire soulève plusieurs enjeux majeurs, écologiques, économiques et sécuritaires. Un stockage ou une élimination mal gérée peuvent polluer l'environnement, alors que le recyclage des métaux et autres composants permet d'économiser des ressources. De plus, un engin militaire, même ancien, conserve une réelle valeur. Des groupes terroristes ou criminels pourraient l'acheter pour perpétrer des attaques ou faire de la contrebande. Dans certains conflits, on voit même des machines déclassées revenir sur le champ de bataille. Par exemple, lors de la guerre civile en Libye, de vieux chars soviétiques, qui auraient dû finir à la casse depuis belle lurette, ont été remis en service. Après leur retrait du service, les appareils sont envoyés sur des bases spécialisées pour une inspection approfondie. On commence par vérifier toute la paperasse, numéro de série, état technique, durée d'utilisation. Ensuite, ingénieurs et mécaniciens examinent l'appareil de fond en comble. Usure de la structure, du moteur, de l'électronique, sans oublier l'armement. Si l'avion est toujours opérationnel, il peut être modernisé ou revendu à des alliés. S'il est jugé trop ancien ou trop endommagé, on le démonte pour en récupérer les pièces. Certains exemplaires finissent même dans des musées, des centres de formation ou chez des collectionneurs privés. Bien sûr, après retrait de tout composant confidentiel. Si le matériel est considéré comme irréparable, mais qu'il contient encore des éléments en bon état, on procède alors au démontage. Des équipes spécialisées retirent les moteurs, les systèmes de navigation, les modules électroniques et même les plaques de blindage. Les moteurs peuvent servir à réparer d'autres véhicules similaires ou être reconvertis pour un usage civil. L'optique et l'électronique, elles, peuvent être réutilisées dans des simulateurs ou pour moderniser des systèmes existants. Certaines pièces sont revendues à des pays alliés ou même à des entreprises privées spécialisées dans la restauration de matériel militaire. Pour éviter toute fuite technologique, on détruit ou neutralise les composants classés secrets ou trop avancés, et on stocke le reste en attendant un usage futur. La
mise au rebut, l'accent est mis sur l'élimination des substances dangereuses. Le carburant d'aviation, les lubrifiants et les fluides hydrauliques peuvent contenir des produits toxiques. En moyenne, entre 200 et 500 litres de ces matières résiduelles sont récupérés sur chaque avion, puis traités selon un protocole spécifique. Les éléments électroniques de bord, susceptibles de contenir du plomb, du mercure ou du cadmium, constituent aussi un risque. Rien qu'aux États-Unis, on retire près de 500 tonnes de ces matériaux chaque année lors de la destruction du matériel militaire. Quant à certains anciens véhicules blindés, ils peuvent renfermer de l'amiante dans les isolations thermiques, qui doit être extrait et éliminé suivant des normes très strictes. Tout ce qui relève de l'explosif, résidus de carburant de fusée, munitions, fait l'objet d'une procédure de neutralisation spéciale. En 2023, par exemple, plus de 1200 tonnes de munitions ont été détruites sur des terrains spécialisés aux États-Unis après avoir été retirées du matériel en cours de démantèlement. Comme mentionné plus haut, on enlève systématiquement tout ce qui contient des données sensibles. Ordinateurs de bord, systèmes de communication, car ils peuvent renfermer des protocoles confidentiels, des clés cryptographiques ou des logiciels de chiffrement. Dans les chasseurs modernes, par exemple, on trouve des canaux de communication ultra protégés pour coordonner les opérations de combat. Les radars et systèmes de guidage font également partie de ces éléments critiques, qu'il s'agisse d'avions, de navires ou de blindés. Un radar peut embarquer des algorithmes de traitement du signal très pointus, offrant un net avantage tactique. En 2011, les États-Unis ont même détruit les restes d'un hélicoptère furtif qui s'était écrasé lors de l'opération contre Ben Laden, afin d'empêcher d'autres puissances de mettre la main sur ces technologies. Les systèmes de conduite de tir des chars, chasseurs ou navires contiennent des informations capitales, tactiques de combat, caractéristiques de l'armement, précision des tirs. Et bien sûr, on retire tous les matériaux spéciaux, comme le revêtement furtif des F-22 ou des B-2, dont la composition reste un secret d'État. Ces revêtements sont alors enlevés ou purement et simplement détruits. Les boîtes noires et enregistreurs de données de vol, eux, renferment parfois des informations sensibles sur les techniques de pilotage ou les missions de combat. Pour éviter qu'ils ne tombent entre de mauvaises mains, il existe aux États-Unis des programmes de contrôle très stricts. Parfois, on préfère même détruire l'appareil en entier lorsqu'un démontage sûr est impossible. De plus, un système spécifique met régulièrement à jour les logiciels de ces équipements afin de s'assurer qu'ils ne puissent pas être récupérés par des adversaires. Chaque engin militaire possède sa propre version secrète du logiciel, quasi impossible à restaurer après déclassement. Dans de nombreux pays, la destruction du matériel militaire est encadrée par des accords internationaux, comme les Conventions de Genève, qui veillent à ce que certains composants soient éliminés de manière sécurisée et à ce que l'environnement ne soit pas mis en péril. Par exemple, un véhicule militaire ne pourra être officiellement retiré du service tant que tous les matériaux toxiques n'auront pas été retirés. Tout cela prouve à quel point on prend au sérieux la sécurisation et la destruction de ce type d'équipement, et combien d'efforts sont déployés pour qu'aucune technologie ne tombe dans de mauvaises mains. Chaque seconde, dans le monde entier, des centaines de moteurs démarrent, des voitures aux avions. Et chacun d'eux a un cœur en métal, un gros bloc où naît toute la puissance. Mais comment, à partir d'une ébauche métallique brute, on obtient une structure précise, ajustée au micron près? Il n'y a pas si longtemps, c'était un travail manuel minutieux. Aujourd'hui, c'est l'affaire de machines-outils surpuissantes à commande numérique par calculateur, les fameuses CNC. Elles sculptent littéralement le moteur dans le métal, en suivant les instructions d'un ordinateur. C'est comme de la sculpture, oui, mais au lieu du marbre, ici, c'est de l'acier, de l'aluminium ou de la fonte.
et il n'y a absolument aucune place pour l'erreur. Comment fonctionnent ces machines? Qu'est-ce qu'il faut pour usiner un bloc moteur pesant des centaines de kilos avec la précision d'un cheveu humain? Je te montre ça tout de suite. Avant de former les pièces brutes en acier sous la pression énorme des presses hydrauliques, on les chauffe impérativement à une température précise. Ça facilite grandement la déformation du métal et ça garantit une super qualité aux pièces finies. Cette étape, c'est la clé dans la technologie du forgage et de l'estampage des métaux. Pour les pièces en acier, le plus souvent, on chauffe à une température autour de 1300 degrés Celsius. Ça correspond au forgeage à chaud. À cette température, l'acier devient plastique, beaucoup plus malléable, ce qui permet de lui donner des formes complexes sans créer de fissures ou de défauts. Bien sûr, la température exacte dépend du type d'acier, de la taille et de la forme de la pièce brute, et aussi de ce qu'on va en faire après. Le chauffage se fait dans des fours spéciaux, où la température est maintenue super stable et uniforme. On met les pièces brutes dans le four. La chaleur commence par atteindre la surface, puis pénètre progressivement au cœur de la pièce. Ce qui est crucial, c'est d'équilibrer la vitesse de chauffe. Si c'est trop rapide, la température n'est pas uniforme et ça crée des tensions internes, voire des fissures. Mais si c'est trop lent, eh bien, ça plombe la productivité. Pas simple. La vitesse optimale pour monter en température pour les pièces en acier, c'est généralement entre 50 et 100 degrés par heure. Ça assure un chauffage bien régulier et ça aide à former la bonne structure dans le métal. La durée pendant laquelle on maintient la pièce à la température cible dépend de sa taille. En général, c'est entre 7 ou 20 minutes pour des pièces faisant de 40 mm à 100 de diamètre. Une fois la bonne température atteinte, on laisse la pièce mariner, un peu dans le four, pour que la chaleur se répartisse bien partout. Ça évite les écarts de température entre la surface et le cœur, qui pourraient causer des stress thermiques et des fissures pendant la déformation. C'est logique, le métal chauffé devient donc plus plastique et moins susceptible de casser. Du coup, on a besoin de moins de force pour le former, les outils s'usent moins vite et on gagne en précision sur les pièces fabriquées. En plus, le forgage à chaud favorise la création d'une structure à grain fin dans le métal, ce qui améliore ses propriétés mécaniques. La résistance, la ténacité au choc et la résistance à la fatigue. Que du bonus! Après le chauffage, la pièce est transportée super vite vers la presse hydraulique pour qu'elle n'ait pas le temps de refroidir sous la température de plasticité. Le temps de transport et la température de surface juste avant de commencer la déformation sont contrôlés de près pour éviter les mauvaises surprises, comme des fissures ou d'autres défauts. Les machines-outils à commande numérique, CNC, on les utilise beaucoup pour usiner les bielles. Ces pièces super importantes du moteur qui transmettent le mouvement du piston au vilebrequin. Fabriquer une bielle, c'est un processus complexe qui comprend du tournage, du fraisage, du perçage et de la rectification. Tout ça avec une précision de fou. Au départ, les ébauches de bielle sont fabriquées par estampage ou forgeage, à partir d'aciers au carbone ou d'aciers alliés. Ces ébauches ont déjà une forme proche de la pièce finale et souvent, elles incluent le chapeau de la tête de bielle, qui sera séparé plus tard. Sur les tours CNC, on fait l'ébauche et la finition du corps et des têtes de la bielle. Ensuite, on perce les trous de centrage,
les trous pour les vis de bielle et d'autres trous techniques avec une précision allant jusqu'à un cinquième de millimètre. Dingue, non? Le fraisage sert à usiner les plans de joint entre le chapeau et le corps, et la rectification permet d'obtenir une surface tellement lisse, une faible rugosité, que ça garantit un fonctionnement souple et une longue durée de vie à la pièce. Une opération super importante, c'est l'assemblage de la bielle avec son chapeau, puis l'usinage final des trous pour les vis de bielle. Ça, c'est fait avec une précision extrême pour assurer la fiabilité de la connexion. C'est vital. L'usinage d'engrenages en aluminium avec des machines CNC, c'est aussi une opération très courante dans l'industrie. On choisit l'aluminium pour les engrenages à cause de sa légèreté, parce qu'il s'usine bien et qu'il résiste à la corrosion. Ça rend ces pièces idéales pour plein de secteurs. La construction mécanique, l'aéronautique, l'automobile, la robotique. Avant l'usinage, les ébauches d'engrenages en alu sont fabriquées par différentes méthodes. Forgeage, moulage ou extrusion. Le forgeage donne une densité et une résistance élevée. Le moulage permet d'obtenir des formes complexes. Et l'extrusion crée de longs profilés avec une structure uniforme. Après ça, les ébauches subissent une normalisation. C'est un traitement thermique où on les chauffe à environ 960 degrés pendant un certain temps. Ça améliore la structure du métal et le rend plus homogène. L'usinage des engrenages sur les machines CNC, c'est un processus dit soustractif. On enlève l'excès de matière de l'ébauche avec des outils coupants pilotés par ordinateur. Grâce à la commande numérique, la machine réalise des opérations complexes avec une très haute précision, ce qui permet d'obtenir un profil de dent parfait, des dimensions exactes et des tolérances très serrées. Les opérations principales comprennent le tournage, le fraisage des dents, taillage, le perçage et l'alésage des trous, la rectification et parfois le honage pour une finition ultra précise. Pour les engrenages, la précision de certains paramètres est critique. Le module de la dent, l'angle de profil, l'épaisseur de la dent, le diamètre de la roue, la coaxialité, l'alignement de l'alésage central et de la denture. Les machines CNC assurent des tolérances de l'ordre du centième, voire du millième de millimètre. Ça garantit un fonctionnement fluide et silencieux de la transmission. Ces machines CNC peuvent tourner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, avec une intervention humaine minimale. Elles sont aussi faciles à reconfigurer pour fabriquer différents types d'engrenages. On peut lancer la fabrication de pièces sans avoir besoin d'investir des fortunes au départ. C'est pratique pour les prototypes ou les petites séries. Et comme l'aluminium se coupe facilement et conduit bien la chaleur, on évite de surchauffer l'outil et la pièce. Où on trouve ces engrenages en aluminium? Dans les voitures, pour les transmissions légères et les mécanismes auxiliaires, mais aussi dans l'aérospatiale, la robotique, l'électroménager et même dans le secteur de l'énergie. La qualité d'un engrenage, ça commence par la vérification du matériau, les alliages d'aluminium, leur composition chimique, leurs propriétés mécaniques. Tout ça influence la durée de vie et la résistance. Après l'usinage des dents, on fait un chanfreinage. On adoucit les arêtes au sommet et aux extrémités des dents. Ça évite que les pièces ne s'accrochent quand elles fonctionnent. Ensuite, on mesure tous les paramètres des dents, le diamètre, la largeur de la denture, la coaxialité des trous, le battement des faces, leur perpendicularité à l'axe. Bref, un contrôle qualité de A à Z. Chaque minute, sur notre planète,
Plus de 17 tonnes de vieux cuivre reprennent vie. Et chaque câble mis au rebut n'est pas un déchet, mais une promesse de renaissance. Imaginez, les fils de vieux téléviseurs, de bureaux, d'usines, tout converge vers un seul lieu, où les broyeurs rugissent tel un monstre aux mâchoires d'acier, et où la température d'un four de fusion dépasse celle de la lave d'un volcan. Ceci n'est pas l'histoire d'un métal, mais celle d'une métamorphose. L'histoire de la boue et de la vieillesse qui redeviennent pure brillance. Restez avec nous. Ce qui vous attend, c'est une renaissance comme vous n'en avez jamais vu. Tous ces fils que vous voyez autour de vous, des vieux chargeurs aux bobines industrielles, ont une histoire. Ils ont fait partie de nos vies, ont conduit l'électricité, transmis des signaux, maintenu la lumière dans nos maisons et le rythme dans nos villes. Mais le temps passe, les objets se cassent, les systèmes se modernisent et les câbles deviennent des rebuts. C'est précisément là que leur seconde vie commence. On les collecte partout, dans les maisons, les bureaux, les usines, sur les chantiers et même dans les vieilles voitures. Imaginez un immense réseau logistique, des camions, des conteneurs, des entrepôts. Ça ressemble à une chasse au trésor, sauf que les trésors, ici, sont du métal et du plastique, enchevêtrés en écheveaux et en faisceaux. La première étape, l'arrivée à l'usine. Ici, les câbles passent entre les mains d'ouvriers expérimentés, qui ne font pas que trier. Ils sont comme des archéologues, qui déterrent le temps et les histoires cachées dans chaque fil. Ils séparent les fils en or, c'est-à-dire ceux qui contiennent le plus de cuivre, de ceux où le plastique ou l'aluminium domine. Chaque type de câble a ses particularités, et chaque centimètre a de la valeur. Ce processus est crucial, car la qualité du produit final dépend entièrement de la rigueur du tri. Mélanger différents types de métaux ou de gaines compliquerait les étapes suivantes et rendrait le cuivre moins pur. À ce stade, les opérateurs utilisent divers outils, cisailles, pinces, machines spéciales pour dénuder les câbles. Tout est fait rapidement, mais avec une attention méticuleuse. Chaque écheveau est déroulé, divisé en fractions. Câble nu, câble sous plastique, épais ou fin, en cuivre ou en aluminium. L'important est de préserver l'intégrité du cuivre, car c'est la principale richesse. Même l'odeur de l'atelier, un mélange de vieux plastique, de métal et de bobines fraîchement ouvertes, semble murmurer que quelque chose de nouveau est sur le point de naître. C'est l'odeur des possibles, celle de la renaissance. Et même si cette étape semble n'être que de la simple logistique, elle ressemble en réalité à un immense puzzle, où chaque pièce compte. De la qualité et de la minutie de ce tri dépend non seulement la suite du processus, mais aussi l'efficacité écologique. Mieux on trie, moins il y a de déchets, et plus le cuivre final sera pur. Les écheveaux sont défaits, les fils sont démêlés, mais la vraie magie n'a pas encore eu lieu. Ce qui, il y a peu, formait des kilomètres de câbles, se prépare maintenant à passer au cœur de l'usine. On l'appelle de différentes manières. Le broyeur, le shredder, le monstre aux mâchoires d'acier. Mais son essence est la même, cette bête pulvérise tout. On déverse les fragments de câbles dans une immense trémie. À l'intérieur, des cylindres aux dents acérées, comme des lames de rasoir. Ils ne coupent pas, ils mâchent. Cuivre, aluminium, plastique, tout craque, grince, se désintègre en copeaux. Ce n'est pas juste du bruit, c'est le pouls d'un cœur industriel qui bat à la fréquence d'un métal nouveau-né. Les fils broyés atterrissent dans une machine où s'appliquent des lois physiques de quoi rendre Newton jaloux. Force centrifuge, vibration, courant d'air, électro-aimant. Le plastique est léger, un courant d'air l'emporte. Le cuivre est lourd, il tombe dans un autre compartiment. Même les plus petits morceaux sont triés avec une précision incroyable.
Ici, le cuivre pur. Là, celui qui est peint. Plus loin, le laiton ou l'aluminium. La poussière vole, les machines vrombissent, les opérateurs surveillent attentivement les indicateurs sur leurs écrans. Parfois, une odeur de métal chauffé, d'ozone et de plastique flotte dans l'air, mêlée à la poussière et à la graisse des mécanismes. Ce n'est pas l'endroit le plus romantique du monde, mais c'est ici que naît le nouveau cuivre, pur, prêt pour le recuit, la fusion ou le tréfilage. Et comme dans les vieilles légendes sur les alchimistes qui transformaient la boue en or, ici aussi, il y a des formules. Sauf qu'à la place de l'élixir, ce sont des systèmes de pesée, de calibrage, de purification. Car dans le monde moderne, la magie, c'est de la technologie bien réglée. Les fractions broyées, déjà nettoyées du plastique, décolorées et triées, sont chargées dans le four. C'est le cratère d'un volcan industriel, où la température a dépassé les 1100 degrés Celsius. C'est plus chaud que la lave de certains volcans. Le métal commence à fondre en émettant un crépitement caractéristique, comme un titan qui s'éveille doucement. On ajoute progressivement des fondants dans le four, des substances spéciales qui lissent les impuretés nocives. Oxydes, saletés, résidus d'isolants. Celles-ci remontent à la surface sous forme d'une croûte de scorie sombre. On la retire manuellement, avec de longues pelles, dans une chaleur que l'on sent même à travers la combinaison de protection. C'est l'un des travaux les plus dangereux de l'usine, mais aussi l'un des plus grandioses. Ici, les hommes voient littéralement le vieux cuivre se purifier. Comment des fragments rouillés se transforment en un lac incandescent, presque solaire. Ici, même le son est différent, grave, sourd, un peu menaçant. Il semble dire « Je suis le cuivre et je renais ». Après la purification, le métal en fusion est coulé dans des moules. Ce peut être de grands lingots de cuivre pesant une quarantaine de kilogrammes ou de longues billettes cylindriques pour le laminage futur. Dans l'air flotte une odeur de brûlé et de métal qui reste longtemps dans les narines. Mais avec elle, le sentiment de quelque chose de majestueux. Quand les lingots brûlants se sont solidifiés, le cuivre ne sait pas encore ce qu'il deviendra. Son avenir est entre les mains des ingénieurs, des lamineurs, des tréfileurs. C'est le dernier acte, sa transformation en un nouveau produit, prêt à nouveau à transporter le courant, la lumière, la communication. Les lingots sont transportés vers l'atelier de laminage. Là, on les réchauffe et on les fait passer entre des cylindres géants, comme si on étalait une pâte incandescente. De plus en plus fin, de plus en plus lisse. C'est ainsi que se forme la bande de cuivre ou l'ébauche de fil, longue et chaude comme l'aube dans le désert. Ensuite, c'est l'épreuve du tréfilage. C'est quand on étire le cuivre à travers une série d'orifices de plus en plus étroits. Ils s'allongent, s'affinent, mais ne se rompent pas. À chaque orifice, une nouvelle précision, un nouveau micron. Des dizaines de fois, il est étiré, lubrifié, refroidi. Tout ça pour qu'enfin naisse un fil fin, flexible, brillant. Il peut maintenant être enroulé sur des bobines, traité, émaillé ou allié à nouveau avec d'autres métaux pour de nouvelles missions. Parfois, on le recouvre d'un isolant, et alors, il se retrouvera dans les murs des maisons. Une maison d'habitation moyenne nécessite environ 200 kg de cuivre. Parfois, il finit dans le bobinage du moteur d'une voiture électrique. Et d'autres fois, dans les délicates bobines d'écouteurs qui transmettront la musique de cœur à cœur. Chaque minute, sur la planète, plus de 17 tonnes de ferraille de cuivre sont recyclées. Le cuivre peut être recyclé presque à l'infini sans jamais perdre ses qualités. Cela en fait le métal idéal pour une économie circulaire, un cycle vertueux.
vivre, servir, fondre et renaître.